Certains diabolisent le sucre et le rendent responsable de tous vos problèmes de poids et de santé, vous faisant penser que il suffirait d'arrêter le sucre pour que les kilos s'envolent et que tous vos problèmes de santé soient résolus. D'autres le défendent bec et ongles pour vous flatter la plupart du temps en vous disant: faites-vous plaisir, vous pouvez manger ce que vous voulez, particulièrement avec le régime qu'ils ont à vous vendre. Aujourd'hui, je vous montre ce que la science dit réellement sur le sucre. Nous allons parler d'addiction, de savoir si votre corps a réellement besoin de sucre pour fonctionner. Vous allez aussi découvrir comment certains aliments sucrés peuvent changer votre appétit sans même que vous le remarquiez. Et nous verrons plein d'autres choses, dont une règle simple qui va vous permettre de profiter du sucre sans nuire à votre santé. Bref, à la fin de cette vidéo, vous allez comprendre l'essentiel pour faire les bons choix pour votre santé et votre silhouette. Le premier problème quand on parle de sucre, c'est que tout le monde ne parle pas de la même chose et ça crée beaucoup de confusion. C'est pourquoi, avant d'aller plus loin, il est essentiel d'éclaircir ce qu'on entend par le mot sucre. Et ce n'est pas qu'une question de vocabulaire parce que comprendre ce point est indispensable pour faire les bons choix. Pensez à une famille, une grande famille. Cette famille a un nom de famille. Ce nom de famille pour les sucres, c'est leur définition biochimique, c'est-à-dire les glucides. Les glucides, le terme glucide englobe tout ce qu'on peut entendre par sucre, toutes les variétés de sucre possibles et imaginables. Et comme dans toute famille, dans cette famille, dans la famille des glucides, vous avez des gens qui sont célibataires, d'autres qui sont des jeunes couples, et vous avez des familles. Pour les glucides, les célibataires, ce sont les glucoses, les fructoses, le fructose et le galactose, c'est-à-dire des sucres simples, des sucres constitués d'une molécule. Les couples, quant à eux, il y en a plusieurs, il y en a 4, mais on va parler juste du saccharose, qui est en fait le sucre de table, le sucre qu'on appelle dans le langage courant sucre, qui est une association d'une molécule de glucose et de fructose. Et puis vous avez les familles, ce qu'on appelle les sucres complexes, faits de nombreuses molécules de glucose, c'est l'amidon, c'est-à-dire les féculents. Comme dans toute famille, les célibataires et les jeunes couples ont tendance à fréquenter des endroits fun, et en l'occurrence les sucreries comme les sodas, les glaces, les biscuits, et les familles ont plutôt tendance à fréquenter des endroits plus sérieux, en l'occurrence les féculents comme les pâtes, le riz ou la semoule pour les glucides complexes, c'est-à-dire pour les féculents. Vous voyez qu'on a déjà, rien que sur le langage, 3 distinctions. On a ce qu'on appelle sucre dans le langage de tous les jours, qui est le saccharose, qui est une forme de ce qu'on appelle sucre, c'est-à-dire glucides dans le langage scientifique. Et on peut aussi s'intéresser aux aliments, comme on l'a vu, les sucreries, les féculents, etc. À quoi on pourrait rajouter d'autres nuances, comme la distinction entre les sucres naturels et les sucres ajoutés. Les sucres naturels seraient par exemple le miel, les dattes, etc., qui sont des aliments qui contiennent naturellement du sucre, par opposition au sucre ajouté, le sucre ajouté dans des sodas, dans notre thé, dans notre café, etc. Une autre couche de complexité serait de parler de la distinction entre les sucres libres et les sucres intrinsèques. Le sucre libre, c'est le sucre qui n'est pas contenu dans une matrice. C'est le sucre des jus de fruits, le sucre des sodas, etc. Donc, c'est un sucre qui peut être naturel ou être artificiel comme celui des sodas. Par opposition au sucre intrinsèque, qui est un sucre contenu dans une matrice cellulaire, comme le sucre des fruits entiers, le sucre contenu dans les légumes, etc. Mais pour faire simple, ce qui est utile, c'est de raisonner en termes d'aliments. Raisonner en termes d'aliments et retenez 2 choses. D'une part, ce qu'on pourrait appeler sucre et ce qu'on pourrait appeler féculent.
Pour les sucres, eh bien, d'un côté, vous avez les sucreries et les aliments industriels, et de l'autre, vous avez les aliments naturellement sucrés. Pour les féculents, vous avez les céréales raffinées et les céréales complètes. Dans les sucres, notamment les sucreries et les aliments industriels, eh bien, ils représentent le sucre libre, des formes différentes de sucre libre, qu'ils soient naturels ou non. Dans les aliments naturellement sucrés, ce sont habituellement ou majoritairement des sucres intrinsèques. Pour les féculents, les céréales raffinées, eh bien, ce sont des aliments qui contiennent de l'amidon, mais qui ne contiennent pas de fibres parce que l'aliment a été vidé de ses fibres de manière artificielle lors de la fabrication. Bien que parfois les industriels rajoutent des fibres et des vitamines, eh bien ces fibres et ces vitamines rajoutées n'ont pas la même fonction, n'agissent pas de la même manière sur les propriétés de ces aliments. De l'autre côté, donc, vous avez les céréales complètes, c'est-à-dire qui contiennent de l'amidon avec des fibres naturellement présentes dans l'aliment. Vous avez maintenant fait connaissance avec le sucre et sa famille. Mais pour réellement connaître le sucre, vous avez besoin de le comprendre. Et pour le comprendre, vous devez savoir à quoi il sert. À travers les époques, la fonction du sucre a changé. Comment et pourquoi est-ce un problème? Vous allez le découvrir dans un instant. Avant, le sucre ajouté, le sucre, le saccharose, le sucre de table était un produit de luxe. Ce qui veut dire que peu de gens y avaient accès et ceux qui y avaient accès n'en consommaient pas de manière importante. Donc la consommation était limitée à un groupe restreint de personnes et ce groupe restreint de personnes en consommait en quantité modérée. Le reste des sucres de l'alimentation étaient principalement des sucres naturellement présents dans l'alimentation, donc avec des fibres qui modifient l'effet, l'absorption dans le corps. Et ces aliments naturellement sucrés contiennent des quantités limitées de sucre, notamment comparativement maintenant à des boissons ou d'autres aliments industriels. Par ailleurs, d'autres aliments contenant des glucides, eh bien, c'était les féculents qui étaient des féculents complets, donc des féculents avec leurs fibres. Maintenant, le sucre est devenu accessible à tout le monde. C'est même devenu un produit presque bas de gamme. En parallèle, l'industrialisation a permis de développer d'autres utilisations du sucre, comme conservateur notamment et comme exhausteur de goût. Et l'industrialisation a aussi modifié la nature des féculents qu'on consomme, qui sont maintenant des céréales transformées et qui dans le corps se comportent comme des sucres en étant absorbés rapidement et en faisant monter rapidement le taux de sucre, la glycémie, et entraînant donc une réponse à un pic de sécrétion d'insuline par le pancréas. La résultante de l'accessibilité, de la démocratisation du sucre et des conséquences de l'industrialisation sont que la consommation de sucre a explosé. Mais le changement ne s'arrête pas là. Donc vous voyez qu'on est passé d'une consommation faible, raisonnable, à une consommation excessive. Mais il n'y a pas que ça. Eh bien, on pourrait se poser la question de à quoi sert le sucre? Effectivement, le sucre est utilisé par notre corps comme source d'énergie. Mais pas seulement. Ou je dirais plus maintenant. Parce que quand vous mangez une part d'un fondant au chocolat, c'est pas pour assurer vos besoins énergétiques. Donc la fonction énergétique du sucre a cédé sa place à une fonction hédonique, à une fonction de plaisir. Et ça change beaucoup de choses. Ça change tout en fait. Parce que
La question maintenant est devenue une question de plaisir immédiat, de gratification immédiate versus les conséquences à long terme. C'est-à-dire d'un côté la spontanéité, le moment présent, de l'autre côté le contrôle. En un mot, c'est une question d'équilibre, mais dans un environnement qui favorise tous les excès. Et c'est là le véritable défi. Quoi faire? Je n'ai pas de solution miracle. Cependant, vous n'avez pas à choisir entre plaisir immédiat et bénéfice à long terme. Une des clés est de maintenir le plaisir, mais de puiser ce plaisir dans une source plus saine. Optez pour le plaisir intelligent, le plaisir immédiat qui vous apportera les bénéfices à long terme que vous désirez. Le sucre fascine. Apprécié pour le plaisir qu'il procure, mais aussi redouté pour ses effets sur la santé et notamment pour la dépendance potentielle qu'il pourrait créer, eh bien, comme souvent avec ce qui nous attire ou qui nous fait peur, on construit toutes sortes d'histoires autour. Parfois, c'est plus pour nous rassurer nous-mêmes et rationaliser nos comportements pour nous donner bonne conscience. Parfois, c'est pour d'autres raisons qui vont au-delà de notre simple relation avec l'aliment. Mais la réalité est peut-être que le plus grand mythe autour du sucre n'est pas celui auquel vous pensez, comme on va le voir dans cette partie. Commençons par l'addiction au sucre. Est-ce que le sucre rend réellement accro? Pour ça, je vais vous parler du circuit de la récompense. Le circuit de la récompense, c'est quoi? C'est un ensemble d'organisations au sein du cerveau qui fait que l'être humain va être motivé à faire quelque chose. La motivation se traduit sur le plan biochimique, de la biochimie cérébrale, par la sécrétion de dopamine, notamment par une structure ici. Donc cette partie-là un petit peu arrondie, donc ce schéma représente une coupe du cerveau. Cette partie-là, c'est ce qu'on appelle le mésencéphale, et là où il y a marqué VTA, c'est l'aire tegmentale ventrale, c'est une partie spécifique du mésencéphale, d'où partent des neurones qui sécrètent de la dopamine. Et la dopamine, c'est, on va dire, le pendant biochimique de la motivation. Ces neurones vont, entre autres, dans un autre endroit du cerveau, situé un peu plus en avant, qui s'appelle le striatum, et notamment les noyaux accumbens, où ils vont, ces neurones à dopamine, exciter deux types de récepteurs. Soit les récepteurs type 1 à la dopamine, soit les récepteurs D2, type 2, à la dopamine. Les récepteurs de type 1 sont les récepteurs qui vont nous pousser à agir, à l'action, et les récepteurs de type 2 sont les récepteurs qui vont bloquer l'action. Et ce noyau, ce striatum, ce noyau accumbens, est lui-même contrôlé par le cortex cérébral, notamment l'aire préfrontale, qui est un petit peu l'aire de la raison, qui nous permet de contrôler un petit peu cette partie, entre guillemets, automatique du cerveau. Donc ça, c'est le circuit de la récompense. C'est-à-dire qu'il y a de la motivation, de la dopamine, qui nous donne envie ou pas de faire quelque chose. On fait cette chose, et si cette chose est plaisante, cette action, la résultante de l'action sera une sécrétion d'endorphine dans le cerveau qui va nous procurer du plaisir. Et si la récompense obtenue n'est pas à la hauteur de la motivation, de ce qu'on avait anticipé avant que la chose se produise, eh bien, cette action a peu de chances de se reproduire. C'est le principe de l'apprentissage. Sur un plan de la survie, eh bien, ce circuit de la récompense est utilisé par notre corps pour nous permettre de survivre, c'est-à-dire que, par exemple, notre taux de sucre baisse dans le sang, on a besoin de manger, l'hypothalamus envoie un signal qui nous pousse,
qui nous motive à aller chercher un aliment pour faire remonter le taux de sucre et pour survivre. Ce circuit de la récompense donc est aussi utilisé dans l'adaptation, c'est l'apprentissage comme on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire un comportement, on est motivé à réaliser un comportement et si ce comportement a comme conséquence, une conséquence positive qui nous, crée du plaisir, eh bien ce comportement a vocation à être reproduit. Mais ce circuit de la récompense est aussi im impliqué dans les phénomènes d'addiction. Ce qui se passe dans les phénomènes d'addiction, c'est que la drogue, en fait, court-circuite, c'est-à-dire, comment dire? Plutôt pirate ce système et la drogue entraîne une très forte sécrétion de dopamine, associée à une très forte sécrétion d'endorphine qui, donc crée par la sécrétion de dopamine une forte envie et une forte motivation, une forte envie et par la sécrétion d'endorphine, une très forte un très fort plaisir et les prises répétées avec les prises répétées, cette, réaction, cette production de dopamine augmente, c'est ce qu'on appelle la sensibilisation. Au fur et à mesure de l'utilisation, le sujet a de plus en plus envie et de plus en plus accro, il en veut de plus en plus. Par contre, la réaction du plaisir diminue avec l'utilisation, avec le temps, si bien que il faut des doses de plus en plus importantes pour ressentir le même plaisir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène de tolérance. Mais pire que ça, dans l'addiction, il se produit, un phénomène de, entre guillemets «d'effet contraire» où le non seulement il faut plus de doses pour avoir le même plaisir, mais lorsque la substance n'est pas consommée, il y a une stimulation des récepteurs kappa à l'endorphine qui crée du déplaisir, si bien que c'est le moment un petit peu le passage obscur de l'addiction qui fait que le sujet ne consomme plus la drogue pour le plaisir que ça procure, mais pour soulager le déplaisir, l'anxiété, l'angoisse, la souffrance quand elle n'en consomme pas. Donc voilà, donc bon, un une présentation, on va dire succincte et simplifiée de ce qu'est le circuit de la récompense, c'est ça et il intervient dans la survie, régulé par l'hypothalamus, dans l'adaptation, c'est-à-dire l'apprentissage et dans les addictions. Donc revenons à notre question du jour, est-ce que le sucre rend accro? Eh bien, regardons chez l'animal qui est le modèle le plus étudié, notamment le rat spécifiquement. Les études nous montrent, notamment l'étude de la revue de la littérature de 2018, où des rats avaient un accès intermittent au sucre 12 heures par jour. Eh bien, ce sucre crée un comportement d'addiction chez les rats, avec également en parallèle une sensibilisation de ces rats aux drogues dures. C'est-à-dire que les rats exposés au sucre étaient, plus à même de devenir dépendants aux drogues dures. Un autre élément, d'autres études que cette revue de la littérature a synthétisé, démontrent que, lorsqu'on, on a habitué des souris au sucre, si on leur donne l'antidote de la morphine, il apparaît des symptômes de sevrage comme apparaîtraient des symptômes de sevrage chez quelqu'un qui serait, accro à la morphine. Ces mêmes souris préfèrent aussi le goût sucré à la cocaïne et heu sur un plan, comment dire? Anatomique dans le cerveau, eh bien, ils ont plus de récepteurs D1 à la dopamine, c'est-à-dire les récepteurs qui poussent à agir et moins de récepteurs D2, donc des récepteurs qui régulent le comportement, donc qui retiennent l'action. Donc là, vous voyez qu'il y a un déséquilibre qui se crée. Donc plus de récepteurs D1, ça veut dire, on appuie sur l'accélérateur et moins de récepteurs D2, ça veut dire on supprime le frein. David Wyss, lui, dans sa publication, signale que, chez les rats, la consommation de sucre, répond
à 5 des critères DSM de l'addiction. Les critères DSM, ce sont les critères, en psychiatrie de l'addiction. Et donc la question est chez les humains. Greenberg et ses collègues ont regardé, un petit peu ce qui existait dans la littérature et ils n'ont pas trouvé d'argument formel pour une addiction dans les études alimentaires, c'est-à-dire les études qui sont des questionnaires, proposés au sujet. Notamment le Yale Food Addiction Scale et sa version 2, qui est un outil développé pour, dépister les addictions alimentaires. Eh bien, l'entité addiction alimentaire n'a pas été retenue par le collège américain, l'association américaine des psychiatres. Cependant, on a des preuves que les circuits de la récompense, dont on a parlé tout à l'heure, sont impliqués dans, la consommation. Lorsqu'on consomme du sucre, eh bien, il y a une activation de ces circuits de la récompense et ça a été prouvé par une équipe, de Caroline du Nord, de façon spécifique avec le sucre présent dans les boissons, dans les sodas, avec de l'imagerie fonctionnelle du cerveau. Mais le fait que ce circuit de la récompense, celui-ci soit impliqué, ne signifie pas forcément addiction. Donc pour savoir est-ce qu'on est dans du, plaisir normal ou dans du plaisir pathologique, dans de l'addiction, revenons un instant à l'animal et une équipe polonaise a regardé ce qui se passe quand les rats, ce qui se passe dans le cerveau quand les rats prennent du sucre. Une prise unique de sucre entraîne une forte activation des circuits de la récompense. Mais cette activation diminue à mesure qu'on répète les prises. Donc ce qui fait penser que ça correspond plutôt à un plaisir normal. Il n'y a pas, comme on a dit pour les drogues, il n'y a pas de sensibilisation. Rappelez-vous, dans l'addiction, je vous ai dit que, plus on en consomme, plus la réaction d'anticipation et de motivation, la réaction dopaminergique est importante. Alors qu'avec la cocaïne, la prise unique entraîne une forte activation et cette activation augmente à mesure que les prises se répètent. Donc là, il y a une sensibilisation. Alors que là, avec le sucre, on ne l'a pas. Par contre, dans les deux cas, à l'échelle cellulaire, il y a plus de récepteurs D1, des récepteurs qui poussent à l'action, moins de récepteurs D2. C'est-à-dire qu'il va se produire dans le cerveau un phénomène, entre guillemets, de manque, de sevrage, de craving, un déséquilibre en tout cas dans l'équilibre de base sur la réaction du corps face à la sécrétion de dopamine. Donc ce qui rejoint quelque part la conclusion d'une équipe chinoise qui, dans une publication de 2024, disait que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de signe marqué de sevrage, de manque au sucre, que le manque ne se produit pas de manière biochimique dans le cerveau. Et finalement, la conclusion qu'on pourrait retenir serait peut-être celle de Wyss dans sa publication de 2018, que le sucre est peut-être plus comme la caféine pour l'homme que comme la cocaïne. Toujours est-il que, à ce jour, en 2025, on n'a pas de réponse tranchée sur le potentiel addictif du sucre chez l'homme. Mythe numéro 2, le cerveau ne peut utiliser que les sucres. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Eh bien, on sait que, vous savez que le cerveau est entouré d'une barrière et que les grosses molécules ne peuvent pas passer. On sait aussi que, en laboratoire, les cellules cérébrales peuvent utiliser d'autres molécules comme source d'énergie, notamment le lactate. Et on sait aussi que cette molécule de lactate passe la barrière hémato-encéphalique, la barrière qui entoure le cerveau. Donc potentiellement, c'est un candidat comme source d'énergie. Et donc, une équipe du King's College de Londres s'est posé la question si in vitro, c'est-à-dire pour de vrai, dans un cerveau vivant, le cerveau utilise le lactate dans une situation où il ne manque pas
de sucre, où la glycémie est normale. Et ils ont constaté effectivement que en injectant du lactate, la consommation de glucose du sucre diminue, ce qui fait penser que, en présence de lactate, le cerveau préfère utiliser le lactate plutôt que les glucides. Et une des explications peut être que eh bien, euh, l'utilisation du lactate par le cerveau est plus économe, c'est-à-dire que pour utiliser les glucides, le cerveau doit dépenser de l'énergie, alors que pour utiliser les lactates, il n'en a pas besoin. Mais vous allez me dire que le lactate est un dérivé du glucose. Alors voyons avec les acides gras. Les graisses n'ont rien à voir avec le glucose. Et une équipe russe a mené une étude afin de savoir si les cellules cérébrales utilisent les acides gras. Et les résultats, ce qu'ils ont trouvé, c'est que en parallèle, en parallèle de l'utilisation des glucides, le cerveau utilise effectivement les acides gras comme source d'énergie. Et là encore, vous pourriez me dire que c'est en parallèle du glucose. Donc il y a toujours du glucose. Donc le cerveau a besoin de glucose. Prenons alors l'exemple de cellules qui ne sont plus capables d'utiliser le glucose correctement, comme les cellules de cerveau dans le cas de la maladie d'Alzheimer. L'équipe de Mélanie Fortier a démontré que les cellules cérébrales de patients atteints de maladie d'Alzheimer pouvaient utiliser les corps cétoniques. Et en plus, l'utilisation de corps cétoniques améliore les performances cérébrales de ces patients. Donc, ce qui n'est pas étonnant puisque ces cellules étant devenues moins performantes dans l'utilisation du sucre, donc forcément leur performances, on va dire en termes cognitifs, en termes cérébrales, sont diminuées. Donc si on leur donne une source d'énergie comme les corps cétoniques qu'elles sont capables d'utiliser, eh bien leur performance va s'améliorer. Par ailleurs, le régime cétonique, qui favorise l'utilisation des corps cétoniques par le corps comme source d'énergie, est quelque chose de documenté et de validé dans certains types d'épilepsie réfractaire, notamment chez l'enfant. Donc le cerveau utilise d'autres sources que les glucides, notamment le glucose. Et les autres organes? Qu'en est-il des autres organes? Eh bien, une équipe de Saint-Louis, dans le Missouri, démontre que le muscle cardiaque est très flexible. Le cœur est un gros consommateur de corps cétonique. Et les muscles de type 1, les muscles squelettiques, eux, les muscles de type 1, riches en mitochondries, sont également capables d'utiliser les corps cétoniques. Donc, le corps, de manière générale, peut utiliser d'autres sources d'énergie, des sources alternatives. Et par ailleurs, notre corps est capable de fabriquer du glucose. Le glucose, donc à ce titre, n'est pas un aliment essentiel. Il existe des acides gras que notre corps n'est pas capable de synthétiser. On les appelle des acides gras essentiels. Et donc ces acides gras-là, si ils ne sont pas apportés par l'alimentation, notre corps va en manquer et cela va créer des dysfonctionnements dans notre corps. De la même manière, il existe des acides aminés qui sont des acides aminés essentiels que notre corps n'est pas capable de synthétiser. Mais pour les glucides, pour les sucres, ce n'est pas le cas. Cependant, ça ne veut pas dire que les glucides sont inutiles parce que les glucides jouent un rôle important, bien évidemment pour le cerveau, mais aussi pour les fibres musculaires de type 2 qui sont moins aptes à utiliser des carburants alternatifs et pour la synthèse d'ADN, puisque dans l'ADN, il y a des sucres. Troisième mythe, il faut 55% des apports caloriques provenant des glucides. Eh bien, cette recommandation est une opinion d'experts et son origine est l'étude des 7 pays dans Selkies avec une majuscule. Cette étude est une étude longitudinale, c'est-à-dire une étude sur plusieurs années qui a commencé à la fin des années 50 et qui a duré une vingtaine d'années, si je me rappelle bien, sur plusieurs centres. Et elle a trouvé un lien entre le taux de cholestérol dans le sang et la survenue de maladies cardiovasculaires, de maladies comme des infarctus, des AVC, etc. Et donc,
les auteurs en ont tiré logiquement une conclusion qui est qu'il faut diminuer la quantité de graisse qu'on consomme, sous-entendu pour diminuer la quantité de cholestérol dans le sang, pour diminuer le risque d'accident cardiaque et vasculaire. Et donc, si on diminue la quantité de graisse qu'on consomme, il faut bien augmenter quelque chose, et donc c'est les glucides qu'on a augmentés. Et donc, l'accord a été, la décision d'experts a été de se dire qu'il faut aller jusqu'à 55% des apports caloriques en glucides, à peu près 15 à 20% en protéines et le reste en lipides. Que disent les faits scientifiques? Si on regarde l'étude Lookahead, eh bien, ce qu'on constate, c'est que, alors Lookahead, c'est une étude sur 16 centres, plus de 5000 patients diabétiques qui ont été soumis à un régime hypocalorique, hypolipidique, c'est-à-dire moins de calories et faible en graisse. Et ils n'ont trouvé aucune différence sur la mortalité avec un groupe témoin. Donc, diminuer les lipides, les graisses dans l'alimentation n'a pas fait baisser la mortalité. L'étude Predimed, 7000 patients à haut risque cardiovasculaire qui ont été divisés en 3 groupes. Un groupe qui a mangé une alimentation méditerranéenne riche en bonnes graisses avec de l'huile d'olive. Un autre groupe qui a également mangé une alimentation méditerranéenne riche en bonnes graisses, des fruits à coque, et un autre qui a mangé une alimentation faible en graisse. Eh bien, les deux groupes avec une alimentation riche en graisse ont eu 30% moins d'événements cardiovasculaires, 30% moins de complications, de problèmes cardiaques ou vasculaires. L'étude pure, une étude sur 130 000 patients à travers des questionnaires alimentaires, donc avec tous les biais inhérents à ce type d'étude, a trouvé une association entre le fait de consommer beaucoup de glucides et une mortalité plus élevée. Ils ont trouvé aussi une association entre le fait de consommer des graisses avec une mortalité moindre. Et ils n'ont pas trouvé d'association entre le fait de consommer des graisses et la survenue de maladies cardiovasculaires. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut consommer toute forme de graisse, et on va en parler tout à l'heure. Un dernier fait, eh bien, c'est la recommandation de la Société européenne de cardiologie qui, dans sa recommandation d'alimentation pour les patients diabétiques, mais cette recommandation en réalité est valable pour tout le monde, préconise de ne pas dépasser 40% des apports protéiques en provenance des glucides. Donc, c'est-à-dire toute forme de sucre, les sucres rapides et les féculents, les céréales, etc. Tout compris inférieur à 40% des apports caloriques de la journée. Donc, la réalité est que le lien entre le taux de cholestérol dans le sang et les maladies cardiovasculaires existe et il est vrai, et il est démontré. Cependant, on sait maintenant que le taux de cholestérol dans le sang ne dépend pas de la quantité de lipides qu'on consomme, mais du type de lipides, de la qualité des lipides. Notamment, les graisses trans augmentent le taux de cholestérol et il semble que les graisses saturées également. Mais le lien entre le cholestérol alimentaire et le cholestérol dans le sang est plus débattu. Il semble que le cholestérol alimentaire, notamment le cholestérol des œufs, ne fasse pas monter le taux de cholestérol dans le sang. Cependant, il existe une grande variabilité interindividuelle et les graisses insaturées, notamment les graisses végétales ou le gras provenant des poissons gras, ne fait pas monter le taux de cholestérol. Au contraire, le LDL cholestérol diminue avec la consommation de graisses insaturées ou polyinsaturées. Finalement, le vrai mythe, c'est de se dire « je ne peux pas me passer de sucre ». C'est ça le vrai mythe, et c'est un mythe dans la mesure où, comme on l'a vu, le sucre n'est pas une drogue, que votre corps ne manquera pas d'énergie si vous ne mangez pas de sucre ou si vous diminuez votre consommation de sucre, et qu'il existe
d'autres sources de plaisir que le sucre. Et donc, s'enfermer dans un carcan soi-même va vous bloquer à la fois dans vos objectifs de perte de poids, de vitalité, d'une meilleure qualité de vie et va altérer votre santé si vous continuez une consommation excessive de sucre. Nous avons vu, le sucre n'est pas une drogue. Mais comme beaucoup de choses prises en excès, il devient nocif. Et cet excès arrive souvent bien plus vite que vous ne l'imaginez. Pour vous en rendre compte, faites juste un essai pendant un jour ou deux, comptez, calculez la quantité de sucre en grammes que vous mangez par jour. Regardez, lisez les étiquettes et notez le grammage additionné à la fin de la journée, vous allez voir. Et avant de vous parler des recommandations des sociétés savantes et de ce qu'une consommation raisonnable devrait être, voyons les effets néfastes d'un excès, je dis bien d'un excès de sucre sur votre corps. Le premier risque est l'obésité. D'abord parce que les aliments sucrés donc apportent des calories excédentaires, des calories en excès qu'il va bien falloir stocker s'ils ne sont pas utilisés parce qu'ils ne disparaissent pas. Ensuite, parce que le sucre est la molécule, le nutriment qui entraîne la plus forte sécrétion d'insuline dans le corps. Et une des fonctions de l'insuline est de stocker les nutriments, notamment le sucre, sous forme de triglycérides dans les cellules adipeuses. Un second risque lié et démontré avec une consommation excessive de sucre est la survenue de diabète de type 2. Un troisième risque est la survenue de dyslipidémie, notamment une hypertriglycéridémie, qui est également un facteur de risque cardiovasculaire. Le sucre est aussi associé à la survenue d'une inflammation systémique, qui est un état en fait du corps qui favorise la survenue de maladies cardiovasculaires et en réalité, l'ensemble de ces éléments sont des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires comme l'hypertension, les coronaropathies, les maladies donc du cœur, les AVC. La consommation excessive de sucre est également associée à des altérations cognitives, c'est-à-dire des altérations du fonctionnement cérébral avec un déficit attentionnel, des difficultés à se concentrer, des troubles de la mémoire, une altération des fonctions exécutives, c'est-à-dire des capacités, pour simplifier, ce sont les capacités de raisonnement. La consommation excessive de sucre est également associée à la dépression, avec les cancers également, dont le cancer du pancréas, du sein, du foie, le carcinome hépatocellulaire et de la prostate. Donc vous voyez que ce n'est pas négligeable. Je voudrais aussi vous parler un instant d'un sucre particulier qui a tendance aussi à fasciner, c'est le fructose. Le fructose est contenu d'une part dans le sucre de table, puisque le sucre de table, c'est une molécule de glucose plus une molécule de fructose. Mais la plus grande source, le plus grand pourvoyeur de fructose dans notre alimentation, ce sont les aliments industriels qui contiennent du sirop de maïs à haute teneur en fructose, qu'en anglais on appelle HFCS, High Fructose Corn Syrup. Et ce sirop en fait est utilisé parce que sur le plan industriel, il est intéressant puisqu'il revient moins cher, son goût est plus sucré, il est plus stable, ça permet d'avoir des aliments plus stables, il rend la texture plus moelleuse et accessoirement, comme on va le voir, il active plus fortement les circuits de la récompense, donc il donne envie d'en consommer et il ne rassasie pas, donc ce qui pousse à en consommer encore plus. Le fructose, eh bien, sa particularité, c'est qu'il n'entraîne pas de sécrétion de leptine. Il n'entraîne pas d'augmentation de leptine. La leptine, comme vous le savez peut-être, est l'hormone de la satiété. Quand vous consommez un aliment, eh bien, généralement,
il y a une sécrétion de leptine qui envoie comme message au cerveau que vous êtes rassasié et donc l'appétit diminue. Avec le fructose, ce n'est pas le cas. Pire que ça, le fructose atténue la diminution naturelle, la suppression naturelle de la gréline. La gréline, c'est l'hormone de la faim. Quand la gréline est haute, eh bien, on a faim. Quand on mange, il y a une suppression de la gréline. La gréline diminue, la faim diminue. Mais le fructose limite cette suppression de la gréline. Le résultat, d'une part, il n'y a pas de sensation de rassasiement, de satiété. D'autre part, la sensation de faim persiste. Eh bien, il y a une dérégulation de l'appétit qui entraîne une consommation calorique excessive. Donc, vous voyez que au niveau de, comme on a dit, un des grands pourvoyeurs de fructose, ce sont les fructoses des aliments industriels, dont les boissons, les sodas. Eh bien, ces sodas ont tendance à déréguler l'appétit. Donc, vous voyez que tout n'est pas, centré sur l'addiction. Là, il y a pas que les circuits de la récompense, il y a aussi la faim physiologique. Ensuite, le fructose est métabolisé par le foie principalement, un petit peu par les reins, mais c'est anecdotique. Et donc, quand il y en a trop, ce qui se passe, c'est que c'est stocké sous forme de graisse dans le foie. Ça donne le foie gras, ce qu'on appelle la stéatose hépatique. Il y a également une augmentation quand la capacité de stockage du foie est dépassée. Eh bien, la graisse, enfin le fructose est stocké sous forme de graisse, est transformé en graisse, pardon, et finit par circuler dans le sang, donc une augmentation des triglycérides, donc qui peut prédisposer à l'insulinorésistance et au syndrome métabolique, qui sont des facteurs de risque cardiovasculaire. On a vu les conséquences d'un excès de consommation de sucre. Eh bien, qu'est-ce qui se passe si on diminue, voire si on arrête le sucre? Eh bien, d'abord, on perd du poids, c'est démontré. On améliore le fonctionnement métabolique, que ce soit le taux de sucre, le taux de triglycérides, le profil cholestérolique, et on améliore aussi la qualité de vie, notamment avec une énergie plus stable dans la journée, moins de fatigue, moins de troubles de la concentration, etc. Et donc tous ces éléments-là, tout ce que je vous cite là, ce sont des éléments validés, prouvés, et sur lesquels il n'y a pas de désaccord au sein de la communauté scientifique, et vous pouvez très aisément retrouver des articles sur ces choses-là sur PubMed. Maintenant que nous avons clarifié ce que sont les sucres, dans notre première partie, l'évolution de leur consommation et pourquoi ça pose problème, eh bien voyons ce qu'est une consommation raisonnable. Ma première recommandation est de garder le plaisir. Et par définition, un plaisir doit rester ponctuel. C'est comme le fait d'aller en vacances. Aller en vacances n'a de sens que si, en parallèle, il y a des périodes où on travaille. Si on est tout le temps en vacances, c'est plus des vacances. Pour le plaisir, c'est la même chose. Et ce plaisir, je vous recommande de le programmer. Le fait que ce soit programmé, que ce soit volontaire, que ce soit prévu, permet d'éviter la culpabilité. Et ça, c'est très important. La deuxième chose que je vous recommande, c'est d'éviter de vous servir des sucreries et de la consommation de sucre comme récompense émotionnelle. Et bien évidemment, éviter d'en consommer toute la journée, ça rejoint le premier point, le caractère ponctuel de la consommation. Donc, voyons maintenant quoi consommer. Rappelez-vous qu'on a parlé des sucres et des féculents. Donc, au niveau des sucres, consommez ceux qui sont naturellement présents dans les aliments. Et éviter ceux qui sont ajoutés, notamment donc ajoutés dans les aliments industriels. Et choisissez de préférence des aliments pauvres en sucre. Ici, je vous ai mis une liste de fruits qui sont faiblement denses, qui contiennent peu de sucre.
Au niveau des céréales, choisissez les céréales complètes. Quand vous les cuisez, veillez à à ne pas trop les cuire. Si vos pâtes ou vos riz sont complètement distondants, eh bien, c'est que vous avez complètement cassé la chaîne de glucose et donc en fait, ça revient ça se comporte dans le corps comme du sucre. Donc en préservant la, consistance de l'aliment, ça veut dire que vous préservez les chaînes, la longueur des chaînes et donc ça permet une absorption plus lente dans le temps de l'aliment et des glucides, mais également donc une sécrétion moindre d'insuline dans le corps. Et si vous les, associez quand vous les mangez, associez-les à des fibres, notamment les fibres des légumes, ce qui ralentit encore plus leur absorption. Évitez les sucres ajoutés, comme on a dit. Évitez les céréales raffinées qui, n'ont pas de fibres et donc se comportent dans le corps comme des sucres. Et donc voici des exemples d'aliments à indice glycémique élevé: le pain blanc, la baguette, le pain de mie, le riz blanc, les pâtes blanches, la semoule, toutes les céréales petit déjeuner de supermarché, les produits sucrés, gâteaux, biscuits, glaces, les barres chocolatées, les jus de fruits et les pommes de terre, surtout quand elles sont frites ou en purée. Maintenant qu'on a vu quoi manger, eh bien la question est de combien en manger. Pour cela, 3 repères. L'OMS préconise une consommation de sucre libre. Rappelez-vous, le sucre libre, c'est le sucre qui n'est pas contenu dans une matrice. Donc, c'est le sucre dans les jus, dans les sodas. Et donc, il préconise de le limiter à moins de 25 grammes. De manière technique, c'est inférieur à 5% des apports caloriques, ce qui, en moyenne, fait 25 grammes pour un apport moyen de 2000 kilocalories. Le deuxième repère, c'est celui de l'ANSES qui est de limiter à maximum 100 grammes tout sucre confondu. Donc que ce soit le sucre libre ou le sucre contenu dans des matrices, c'est-à-dire les fruits confondus, limité à 100 grammes. Donc là, vous voyez que vous avez 2 repères qui se complètent. Pour faire simple, je vous préconise de limiter tout sucre confondu. Alors soit vous pouvez vous baser sur celui-là, voire même être peut-être un peu plus strict, limiter tout sucre libre ou contenu dans les fruits, etc., à 50 grammes par jour. Mais si vous êtes déjà en dessous de 100 grammes, c'est pas mal. Donc si vous ne deviez garder pour les sucres qu'un seul repère, ce serait celui-là, tout sucre confondu, inférieur à 100 grammes. Si notamment vous avez un excès de poids ou vous souffrez de maladies cardiovasculaires, peut-être que diminuer à moins de 50 grammes serait encore mieux. Le deuxième repère qui complète donc ces deux-là est celui de la consommation de glucides tout confondus. Donc rappelez-vous, les glucides, c'est l'ensemble de la famille, c'est-à-dire c'est le champ le plus large, ça englobe tout, les féculents, toute forme de sucre, de ne pas dépasser 40% des apports caloriques. Donc c'est la recommandation de la Société européenne de cardiologie. C'est une recommandation qui apparaît dans une publication concernant les personnes diabétiques, mais les diabétiques n'ont pas, le régime diabétique n'existe pas. Un diabétique doit manger comme tout le monde, et tout le monde doit manger comme le diabétique. Donc c'est-à-dire qu'il faut simplement manger de manière équilibrée. Et manger équilibré, au vu des connaissances actuelles en 2025, c'est moins de 40% des apports caloriques sous forme de glucides. Donc s'il fallait retenir que 2 éléments, ce serait ces deux-là. Donc ne pas dépasser 100 grammes, voire peut-être même 50 grammes de sucre, et que tout glucide confondu ne doit pas dépasser 40% des apports caloriques de la journée. Donc si vous préférez des équivalents concrets, j'ai créé la règle des 3 repères. Cette règle, vous pouvez la récupérer gratuitement. Le lien est en description de cette vidéo. Vous connaissez maintenant ce que la science dit sur le sucre. Et le plus important, c'est que vous savez
quel type de sucre consommer pour protéger votre santé, retrouver la ligne et retrouver votre vitalité. Donc, c'est à vous de jouer. Et je vous rappelle, pour vous aider, j'ai créé un outil concret, la règle des 3 repères que vous pouvez récupérer en bas. C'est à vous de jouer et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.